reprendre l'enregistrement. Voilà, donc la vidéo est lancée. Bienvenue pour ce 11e webinaire Savoir-faire participer pour changer sur le thème de l'expertise et de la participation. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir plusieurs collègues, donc au moins 2 déjà présentes et une qui nous rejoindra peut-être en chemin. Donc Sylvie Morardet et Christelle Gramaglia, que je vais laisser se présenter. Donc Sylvie Morardet, je suis économiste dans l'UMRGO. Je fais partie de la même équipe que Niels qui s'intéresse à l'ingénierie de la participation et de la décision. Christelle, ton micro est coupé. Pardon. Donc, je suis Christelle Gramaglia, je fais aussi partie de l'équipe de Niels, l'UMRGO, au sein d'INRAE. Je suis sociologue et je travaille plus particulièrement sur les controverses qui portent sur les pollutions et qui engagent des savoirs experts et profanes pour évaluer les risques. Merci beaucoup. Alors, donc, je pense que vous avez l'écran. Donc, nous sommes dans le 11e webinaire. Une information pratique pour commencer. À partir du 11 mars, on changera de plateforme puisqu'on ne sera plus sur la plateforme Agrinium. Et donc, je vous inviterai à vous connecter sur l'adresse qui est indiquée, qui est aussi indiquée sur le site habituel, donc visio.whatagain.info. Vous verrez que c'est une autre plateforme technique, c'est une plateforme BBB. Ça ne pose pas de gros problèmes, il faudra juste bien penser à activer votre microphone à l'accès ou vous mettre en mode audio comme vous voulez. Et il n'y a plus d'inscription dans ce contexte-là, c'est-à-dire qu'on verra sur le moment qui est effectivement présent, puisque nous ne pouvons pas gérer des inscriptions nominatives pour des raisons de RGPD. Voilà, donc on commence ce webinaire aujourd'hui et on va parler d'expertise. On va se questionner finalement de quelle façon l'expertise vient interagir avec la participation décisionnelle. Alors, pour celles et ceux qui n'étaient pas là au début de ces webinaires, je vous rappelle qu'on est dans un contexte où nous parlons de participation décisionnelle par opposition à des participations communicatives ou des enjeux d'acceptologie, voire d'acceptocratie, comme on les appelle parfois. Donc, on s'intéresse vraiment à la façon dont, par exemple, les citoyens vont être partie prenante de la décision effective en action publique. Alors, on va se référer, comme souvent, au cycle de participation décisionnelle qui est propre aux approches couplage. Et on va questionner finalement ce que c'est qu'un expert, où on va parler aussi d'experts profanes, d'experts du quotidien, et on va faire le lien avec les experts à fondement scientifique. On va se demander comment l'expertise va intervenir dans la participation, ses relations avec la participation et la façon dont différents régimes de connaissances, de savoir, etc. sont mobilisés et viennent en interaction dans ces dispositifs avec quelques questionnements sur les incertitudes sans entrer vraiment dans les détails, finalement les modes d'organisation du dialogue. Alors, j'insiste pour dire que dès le départ, on n'est pas là pour faire une présentation spécifique sur les relations sciences, société, politique, sur les controverses en tant que telles, mais bien dans la relation avec la participation décisionnelle. Je vous invite par ailleurs à vous référer au webinaire 6 et le 12 à venir, où on parlera de recherche, en fait, et où il y a des éléments sur lesquels on reviendra. Alors, prenons un exemple auquel tout le monde est confronté aujourd'hui, qui est celui de la Covid-19. Avec un magma, et c'est pour ça que je vous ai mis un magma sur ce transparent, à la fois d'informations issues, disons, d'experts référencés, hein, ce que vous avez plutôt dans la partie haute, et puis en bas, tout ce qui vient en face de contestation, dialogue, complotisme, etc., avec des formes variées, et on ne rentrera évidemment pas ici dans le détail de savoir ce qui est plus ou moins bidon dans ce qui est avancé par les différentes parties prenantes. Toujours est-il que la question qui se pose et qui nous intéresse, c'est finalement, il y a un certain type d'action publique qui a été mis en œuvre autour de ces questions. Et en fait, si on fait un peu une approche qu'on appelle quel processus de participation décisionnelle aurait pu effectivement être mis en œuvre. Donc, je vous lance un peu un défi, en particulier à celles et ceux d'entre vous qui étaient là depuis longtemps, c'est qu'est-ce que vous auriez en tête qui aurait pu être fait dans un contexte comme celui-là. Et tout en bas à gauche, vous avez des exemples de quelques dispositifs participatifs qui ont accompagné ça. Donc, il y a le réseau GripNet, CovidNet, qui sont des réseaux d'observation de l'épidémie. Vous avez des dispositifs comme CrowdFight, Covid-19, ou par exemple ce qui a été mis en place à Marseille sur les actions de solidarité face à la Covid. Donc ça, c'est quand même un contexte qui nous agite tous aujourd'hui et qui est très intéressant pour se dire la participation, elle n'existe pas autour de ça. On a clairement, là, en tant qu'expert, le côté un peu bidon de cette pseudo-commission citoyenne sur les vaccins. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre? Eh bien, en fait, il y a plein de choses. Et si on se réfère justement au cycle décisionnel, de participation décisionnelle, eh bien, en fait, si vous partez de la préparation de la participation,
En rouge, vous avez les parties qui sont sur des modes d'expertise classiques et en vert, ce qu'on aurait pu mettre alternativement. Donc, en fait, on aurait pu demander aux citoyens de s'organiser eux-mêmes et de le formaliser. On aurait pu les aider à réfléchir à ça. Toujours en vert, on peut avoir tous les dispositifs de suivi participatif. Il y en a un petit peu qui existent. Mais en fait, on peut aussi leur demander finalement ce qui importe pour eux. Sur la question de l'après, de la prospective, finalement, cette question de qu'est-ce qui va venir après, elle a été beaucoup discutée dans le champ médiatique, mais peu finalement prise en charge socialement en réalité. Sur les questions d'intervention, de préférence, de priorité, mais qu'est-ce qu'on veut vraiment protéger? Toute la question aujourd'hui de vacciner des personnes de plus de 90 ans avec des probabilités de mortalité, etc. Dans quel espace on se situe? Une grosse partie du complotisme tourne autour de ça. Quelle est la justice sous-jacente? Et puis aussi, plus simplement, autour de ça, planifier des solutions à partir d'une vision des gens sur les actions à mettre en œuvre. Donc finalement, si on prend cette perspective de participation décisionnelle, je n'ai pas repris le cadre expert qui est cité ici, je ne le recite pas, mais il y a ce qui a existé qui était quand même très expert-centré, avec plein de comités d'expertologie dans tous les sens au niveau de l'action publique, et puis d'autres choses qui auraient pu être faites, et je vous invite à réfléchir, puisqu'on est là pour réfléchir ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un expert? Bon, on ne va pas passer beaucoup de temps, il y a une littérature très, très importante. Je vous ai mis quelques éléments de la littérature classique du monde francophone, avec des auteurs comme Tess et Calahorra dans les années 90, Philippe Roqueplot, et puis plus récemment, par exemple, des travaux de Céline Grandjou, mais tout ça remontant beaucoup à, par exemple, ce qui avait été historiquement posé par Max Weber dans son célèbre bouquin « Le savant et le politique ». Alors, l'Académie des sciences nous dit l'expertise, c'est quoi? C'est une connaissance qui est formulée en réponse à une demande de ceux qui ont une décision à prendre, en sachant que cette réponse est destinée à être intégrée à un processus de décision. Donc, c'est une expression parmi d'autres. Hein. Il y a tout ce côté un petit peu relatif, c'est toute la difficulté. Donc, il y a plein d'éléments problématiques sur la frontière entre le monde scientifique et le monde politique, à quel moment les experts prennent la place du politique et font des arbitrages sans le dire sur des différentes questions. Quel est le fondement de l'expertise, l'expérience requise? Quel est le mandat, la légitimité? Toutes les questions sur la partialité ou le surcadrage de l'expertise, on est expert de quelque chose, mais donc on ne parle pas du reste. Ça, c'est un choix qui n'est pas du tout neutre politiquement. Il y a la question dite épistémique. Épistémique, c'est très lié au fait qu'il y a un collectif de construction d'un savoir, de connaissances sur quelque chose, et qu'il n'y a pas une unicité de ces regards, et comment l'arbitrage se fait dans ces consensus. Dans le monde médical, c'est très important. On a ce qui s'appelle les groupes de consensus sur des questions difficiles qui tangentent l'aspect plus scientifique et l'aspect éthique. Des questions sur les incertitudes, les précautions, et puis tout ce qui a à voir avec un truc très important, dont on a un peu parlé déjà sur le champ de la participation, qui a à voir avec la construction délibérative de l'action, et donc finalement l'idée que les connaissances requises vont être construites par un débat entre les gens. Donc, si je renvoie par exemple à une analyse d'Yves Saint-Omer sur ces questions-là, qui est un des grands auteurs français, qui co-dirige d'ailleurs le GIS Démocratie et Participation, c'est en tant que non-spécialistes que les citoyens ordinaires sont appelés à participer, leur savoir d'usage non formalisé ou leur bon sens étant censé compléter un savoir technique qui est inadéquat s'il était isolé. Et il renvoie à différentes formes de savoir et de mobilisation qui sont le savoir professionnel diffus, quand un ancien fonctionnaire de l'action publique se retrouve face au fonctionnaire actuel de l'action publique, par exemple, ou tout simplement quand un parent lui-même enseignant vient dans une réunion de parents d'élèves, etc., etc., etc. Donc tout ça, la notion d'expertise est quand même très difficile. Elle a été beaucoup travaillée par beaucoup de gens. Alors, si on projette ça dans le champ de la participation décisionnelle, il y a essentiellement 3 axes principaux. Il y a un axe dont on parlera relativement peu, mais qui est quand même important, qui est l'expertise en participation, parce que participer, ça s'apprend, c'est le sens de ces webinaires, et ça, c'est une première expertise. Puis on va surtout parler d'expertise thématique, et le rôle des experts dans la participation décisionnelle, elle est à plusieurs niveaux. Elle peut être dans l'état de connaissance sur la situation actuelle, c'est du diagnostic. Elle peut être sur aider à comprendre, donc il y a un côté maïotique, on y reviendra, proposer des solutions. Elle peut être sur l'analyse et l'évaluation de propositions qui sont faites par les gens. Elle peut être très orientée vers un décideur spécifique. On est proche de l'aide à la décision au sens un peu plus classique, par exemple arbitrée par des auteurs classiques francophones comme Laurent Mermet. Et puis, finalement, aussi détailler la faisabilité économique et technique. Donc, rendre quelque chose qui était un peu de principe en quelque chose d'opérationnel. Puis, il y a une autre expertise auquel il faut se référer, qui est l'expertise en sciences humaines et sociales, centrée sur l'analyse de processus, c'est celle de beaucoup de collègues, par exemple dans le groupement d'intérêt scientifique, démocratie et participation. Les schémas de droite vous montrent en fait la transition entre un modèle où finalement il ne se passe pas grand-chose du côté des participants et les experts font tout le boulot, à un moment où ces compétences sont partagées
entre caractériser le problème et chercher des solutions. Alors, quels sont les enjeux finalement des experts dans la participation? Bon, vous savez qu'à chaque fois, on va assez vite, hein, puisqu'on essaie de tenir les 25 minutes. Je vais principalement me centrer sur les grandes entrées. Donc, quel est le rôle finalement de l'expert? À quoi il sert? Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'on attend de lui? Est-ce qu'il est là pour informer? Est-ce qu'il est là pour légitimer, etc. Justement, cette légitimité, d'où elle vient? L'expert, il est scientifique, il est statutaire, il a été désigné ou il a été coopté. Est-ce qu'il est payé dans ce dispositif? Tout ça, c'est des éléments importants. À quoi il sert vraiment? Son apport et son utilité. Il va avoir avec la science, il va faire de la hiérarchisation, il va aider à être créatif, il va rassurer les acteurs, il va permettre de réfléchir sur soi-même, avoir une réflexivité, etc. Et il va produire un contre-pouvoir, une contre-participation. Quelle est sa responsabilité? Ça dépend de la commande qui lui est faite, de son contrat ou du cadre réglementaire. Quel est son comportement et sa posture? Est-ce qu'il est arrogant, imposant son avis, ou est-ce qu'il est dans le dialogue? Est-ce qu'il est dans une maïeutique? Est-ce qu'il est dans la facilitation? Est-ce qu'il est dans le déni ou la déconstruction? Et puis, la question du coût et du statut de l'expertise est assez importante. Alors, je conclurai cette introduction de départ sur un petit renvoi au cas de la Convention citoyenne pour le climat et la place des experts dans ce contexte. Donc, ça avait été demandé au départ par certains qu'on ait une session spéciale. Elle est prévue, elle aura lieu plus tard avec les experts effectifs de la Convention d'ailleurs. Donc, la Convention, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On en a beaucoup entendu parler. Groupe tiré au sort, c'est un type jury citoyen. 140 experts en dialogue au départ et un groupe d'appui de 14 experts. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Et je cite des verbatims d'un certain nombre de participants experts ou analystes. Il fallait apporter des faits, des noms, des opinions, les aiguiller vers des sources, en étant sur le fil de rasoir, car l'expert objectif et neutre n'existe pas. Bon, c'est évident, je pense, pour tout le monde, et c'est important de le rappeler. Des critiques, les experts ont eu beaucoup moins de temps de parole que d'autres. Le groupe d'appui a un accès limité aux citoyens. Il leur a même parfois suggéré la rédaction de propositions. C'est une co-construction entre les citoyens et les experts, fait d'aller-retour un réseau complexe de pouvoir et d'influence. Donc, la notion de pouvoir est présente. Tout ça, c'est cité. Donc, derrière ça, ça a été analysé par les collègues spécialisés qui ont publié et suivi et publié ça. Donc, une notion de contradiction entre un expert à disposition et un expert pilote, ce qu'on appelle on-tap ou on-top dans certaines littératures. Mais en fait, les deux positions sont utiles et elles sont requises pour certains citoyens. Et une analyse qui a été faite par le grand collectif d'analyse du GIS-DP avec Giraudet et les collègues sur l'influence des experts, des grandes inégalités dans les apports d'expertise, extrêmement peu de débats entre les experts eux-mêmes, c'est-à-dire à chaque fois des choses monodirectionnelles, parfois de l'imposition, et puis pas d'experts sur la délibération en elle-même. Donc voilà un peu le contexte général de cette convention climat. Donc je passe cette partie, je donne la parole à Christelle pour la suite. Ok, je m'installe. Donc, je me suis déjà présentée. Moi, je travaille sur les controverses qui sont liées aux pollutions et en particulier sur un terrain que vous apercevez dans la photo, Fos-sur-Mer. Avant de vous présenter une expérimentation participative particulière que j'ai pu suivre sur ce terrain, je voudrais poser quelques remarques liminaires pour cadrer le sujet. Si on regarde un petit peu la littérature, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs types de pollution. C'est un petit peu schématique, mais ça nous aide à comprendre ce de quoi on parle. Donc, on peut considérer qu'il y a plusieurs types de pollution. Des pollutions non perçues et non mesurées, c'est celles sur lesquelles on n'a pas vraiment de prise, soit parce qu'on n'a pas les moyens techniques de les mesurer, soit qu'on ignore complètement leur dangerosité. Il y a ensuite les pollutions non perçues mais mesurées, c'est celles qui font l'objet d'une surveillance réglementaire, par exemple, qui ne sont pas directement tangibles par le grand public, mais qui sont quand même, qui font l'objet d'une vigilance. En troisième position, on a les pollutions perçues et mesurées. C'est un petit peu les mêmes que les précédentes, sauf que là, on a un degré de tangibilité supérieur et le public est en capacité de percevoir, de ressentir ces pollutions. Le dernier type, ce sont les pollutions perçues mais non mesurées. Et je dois dire que ce sont celles qui inquiètent le plus le public parce qu'il est directement affecté et qu'il sait qu'il n'y a pas de surveillance, ou en tout cas que la surveillance ne permet pas de saisir adéquatement des phénomènes complexes.
bon, c'est qu'on ne peut pas tout mesurer, c'est certain. D'ailleurs, là encore, des sociologues des sciences qui ont travaillé sur la question ont remarqué que les ressources épistémiques, c'est-à-dire les moyens matériels, les moyens humains dont on dispose, eh bien, ils sont limités, donc on les centre sur certains sujets. On les utilise pour produire des connaissances très approfondies et fines sur certains aspects, sur certaines pollutions, et bien, à côté, on laisse dans l'ombre d'autres aspects, avec la conséquence qu'il y a des incertitudes qui persistent, et chaque fois qu'on produit des connaissances, donc ces éclairages très puissants sur certaines questions, on laisse d'autres questions de côté et on reproduit de manière cumulative des ignorances. Cette situation, elle est d'autant plus regrettable qu'il y a des groupes sociaux particuliers qui sont touchés. Je ne vais pas développer sur la question des injustices environnementales. Il y a une littérature foisonnante sur le sujet si ça vous intéresse. En tout cas, on peut dire que ça dépend des lieux, mais il y a des groupes sociaux, par exemple ceux qui vivent à côté des installations industrielles qui sont plus vulnérabilisés et qui donc pâtissent plus directement de ces conséquences de ces ignorances. Dès lors, on peut comprendre que certains d'entre eux se mobilisent pour exiger d'influer sur l'orientation des activités scientifiques et réglementaires pour produire des savoirs nouveaux, notamment des savoirs plus adaptés aux contextes locaux et aux situations vécues par ces populations riveraines de sites industriels. C'est d'ailleurs tout l'intérêt des savoirs profanes dont sont porteurs ces groupes contestataires, parce que c'est des savoirs qui sont nés de l'expérience directe, des perceptions, du ressenti, qui sont attachés à des personnes, à des lieux, qui entrent dans le détail de la complexité et qui permettent de rectifier une certaine tendance au réductionnisme des savoirs experts, qui, pour des raisons d'objectivité, alors c'est une forme de l'objectivité, c'est aussi une histoire, il y a des façons différentes de problématiser l'objectivité, pour des raisons aussi de généralisation des résultats, eh bien ces façons de faire, ces savoirs scientifiques se coupent des réalités locales qui sont jugées beaucoup trop subjectives. Mon argument là, c'est pas de dire que les savoirs profanes font mieux que les savoirs experts, mais qu'ils apportent d'autres éclairages sur les problèmes de pollution et qu'on a besoin, étant donné la complexité des phénomènes visés, d'aller vers une hybridation des savoirs. Et pour vous donner un exemple, je citerai les travaux de Jason Coburn, qui a travaillé sur les évaluations des risques alimentaires par l'Agence de protection de l'environnement américaine. Donc c'est un cas d'étude qui se centre sur la ville de New York et un quartier en particulier de Brooklyn, où les experts entendaient évaluer un petit peu les risques d'exposition alimentaire des habitants à divers contaminants. L'agence américaine s'était basée sur un panier standard des familles, le panier standard de la ménagère pour évaluer les risques. Or, ce qu'ont montré des associations locales, c'est que étaient passées sous silence toutes les petites consommations parallèles qui pouvaient exister dans certaines communautés. En particulier, à Brooklyn, il y a des populations précaires qui se nourrissent plusieurs fois par semaine de poissons qu'ils pêchent dans les canaux urbains, des canaux dont on sait qu'ils sont très pollués et même inscrits sur des listes prioritaires pour la décontamination. Et ce qu'ont amené ces associations, c'est qu'elles ont conduit avec les habitants leurs propres études qui ont quantifié la consommation de ces poissons de ville, si je puis dire, pour corriger les données de l'Agence de protection de l'environnement. Sans ces experts de terrain, l'Agence de protection de l'environnement américaine n'aurait pas eu accès à ces populations-là vulnérables, pour beaucoup non anglophones, certains qui n'avaient pas les papiers, etc. Voilà, c'est simplement pour montrer que là, il y a eu une collaboration qui a conduit à, merci Niels de me presser, qui a conduit à une hybridation appréciable des savoirs. Donc, 2 minutes. Un exemple que je connais beaucoup plus, j'ai 3 minutes. L'exemple citoyen à Fos-sur-Mer,
souvent, ce qu'on voit, c'est que les profanes sont obligés de s'imposer dans des discussions ou des processus de production de connaissances experts, mais il existe aussi des situations où on organise l'hybridation. Et l'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer, c'est une association loi 1901 qui a été créée au début des années 2010, après les manifestations contre l'incinérateur qui devait s'installer là. Et c'est une association qui promeut les sciences citoyennes. C'est assez inédit parce que c'est un financement des collectivités territoriales qui ont décidé, sous la pression des populations, de produire leur propre expertise participative avec les citoyens sur les pollutions de ce territoire-là. Et les citoyens sont non seulement intégrés dans les instances décisionnaires, et ils participent aussi au sein d'un réseau de volontaires d'observation de l'environnement à la production de données. Et l'exemple sur lequel j'aimerais revenir rapidement, eh bien, c'est celui de biomonitoring participatif qui a permis de changer complètement d'espèce sentinelle. Pour étudier la pollution du golfe de Fos, eh bien, les services de l'État, par exemple, utilisent des moules dans des cages qu'ils immergent pour 1 mois ou 2, qu'ils récupèrent, et ils ont, sur tout le littoral méditerranéen, une vision assez large de ce qui se passe à court terme. C'est un outil très utile, mais qui ne permet pas de faire des bilans globaux de ce qui se passe sur le territoire du golfe de Fos. Donc, les associations ont demandé à l'Institut éco-citoyen de mener de nouvelles études et d'utiliser d'autres espèces que les turbos aussi qui étaient utilisés par les associations, qui sont des poissons migrateurs peu représentatifs de ce qui peut se passer sur le long terme dans une masse d'eau. Et là, les scientifiques de l'Institut, puisque c'est un organisme aussi qui a recruté ses propres scientifiques, ont proposé le céran. C'est un poisson qui est référencé dans la littérature scientifique, qui a déjà été utilisé pour étudier les pollutions de l'eau, mais les pêcheurs s'y sont opposés tout de suite. D'abord parce qu'ils avaient peur que si on découvrait des contaminants en grand nombre, en forte concentration dans ces poissons, eh bien on allait leur interdire la pêche. Et ensuite, parce que c'est un poisson qui n'est présent que sur une partie du golfe de Fos. Donc là, les pêcheurs ont fait valoir le fait que le golfe de Fos, c'est en partie des rochers où vivent les sarans, mais aussi en partie des fonds sableux et vaseux. Donc, ils ont changé le protocole. Merci beaucoup. Je suis désolé. Je vais passer la parole à Sylvie pour la suite, pour qu'on tienne à peu près les horaires. Donc, moi, je vais vous parler d'une autre expérimentation de travaux qui sont conduits par les économistes de l'UMR depuis de nombreuses années. Donc là, précisément, c'est une expérimentation qui a été faite en 2008, mais sur le territoire de la Beauce, mais qui s'est reproduite sur d'autres territoires où l'irrigation est importante avec des adaptations méthodologiques. Et l'objectif, c'était d'évaluer les conséquences économiques de la diminution des quotas d'eau pour l'irrigation en Beauce, les conséquences économiques pour les agriculteurs. Donc là, si on se réfère aux étapes du processus de décision, vous avez déjà vu, donc qui apparaît en bas de la diapo, vous avez déjà vu ce schéma de nombreuses fois, je pense. Là, on est plutôt sur l'étape d'établir un diagnostic et d'explorer des scénarios. Donc, ces travaux ils ont été menés en collaboration entre l'administration, donc là, en l'occurrence, c'était la DRAF Centre, la profession agricole avec des chambres d'agriculture du Loiret et de Réloir, et les chercheurs, donc à l'époque, c'était IRSTEA, maintenant intégré dans l'INRAE, et de temps en temps, des bureaux d'études qui appuyaient le processus. La démarche participative, donc elle inclut des entretiens individuels avec différents types d'acteurs, agriculteurs, techniciens, représentants de filières, des ateliers avec des groupes techniques de professionnels et un comité de pilotage qui était plutôt un comité institutionnel. Et la participation des acteurs, en fait, elle est intervenue à différentes étapes, tout au long du processus, pour à la fois fournir des données, valider les hypothèses de travail et discuter les résultats.
Donc maintenant, je vais passer à la diapo suivante où je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc la première étape, c'était de représenter, de faire une modélisation de l'économie agricole du territoire, et on a mobilisé pour ça 2 types de modèles. Un modèle agronomique qui donnait en gros, qui calculait les rendements des cultures pour différentes situations climatiques et différentes pratiques d'irrigation, et un modèle microéconomique qui permettait de faire des simulations de scénarios économiques et de calculer les impacts de ces scénarios sur les exploitations agricoles. Alors, ces modèles immobilisent des données extrêmement diverses qui ont des sources diverses. Certaines sont des données tout à fait, enfin des données administratives, mais il y a certaines données qui sont qui n'appartiennent qu'aux agriculteurs, je dirais, qui sont les stratégies d'irrigation. Et pour pouvoir acquérir ces données, on a imaginé un dispositif particulier que je vais vous décrire maintenant sur la deuxième séquence. Donc, dans ce cadre-là, le comité de pilotage avait, dans une première étape, défini des scénarios qu'il voulait voir évaluer. Donc avec différents niveaux de quotas, des conditions climatiques, des années climatiques particulières, des niveaux de prix de vente des produits agricoles et des types de sols différents. Ça, c'était la première étape. Et dans une deuxième étape, on a donc simulé différents scénarios qui combinaient les critères qui avaient été définis préalablement. Et en fait, on simulait des années climatiques particulières, on déroulait le climat d'une année. Et les participants, donc, qui étaient des agriculteurs, des conseillers agricoles et des représentants des filières, devaient décider en fait quelles pratiques d'irrigation ils mettaient en place pour telle et telle culture. Donc le choix des doses, le choix des dates et des superficies irriguées. Et donc, ça nous a permis les schémas sont tout petits, mais en fait de relever quels étaient le calendrier d'apport d'eau et sur quelle culture les apports étaient faits et quels étaient éventuellement les choix qui étaient faits par les agriculteurs pour pouvoir respecter le quota d'eau tout en menant la culture de la manière la plus optimisée. Ces informations-là, elles ont été ensuite remobilisées dans une troisième étape à l'aide des modèles. Donc le modèle de culture qui a permis de calculer quels étaient les rendements des cultures dans les situations climatiques simulées avec les stratégies d'irrigation qui avaient été révélées pendant l'atelier de simulation, et ensuite avec le modèle économique de mesurer les résultats économiques sur les exploitations. Et enfin, ces résultats ont été mis en débat au sein du comité de pilotage. Voilà, j'ai fini en fait. Donc là, on voit bien qu'on a à la fois des experts scientifiques, ceux qui ont conçu les modèles, et puis des experts professionnels et enfin des agriculteurs de base, dont certains ont participé à certains des ateliers du comité technique. Merci beaucoup Sylvie, désolé pour la presse. Alors je vais simplement dire quelques mots très rapides sur un processus dont on a un petit peu déjà parlé et qu'on présente conjointement en fait avec ma collègue Caroline Lejars du CIRAD en Nouvelle-Calédonie, qui est le processus d'élaboration de la politique de l'eau du pays en plusieurs étapes participatives depuis 2018 et qu'on a accompagné effectivement dans ces différentes étapes. Ce processus avait déjà été présenté dans un webinaire précédent. En quelques mots, simplement, le point important, c'est essentiellement une intervention spécifique de l'expertise dans un dispositif qui vise à construire une politique très intégrée, multisectorielle. Donc, il y a eu un forum participatif avec pas mal de gens qui ont proposé 709 actions pour le pays, dans plein de domaines liés à l'eau. Toutes ces actions étaient décrites de façon relativement, disons, discursive, avec du blabla, mais parce qu'il y avait des intentions derrière. Et donc, en fait, il y a eu une réexpertise technico-économique qui a été réalisée par le service du gouvernement, la DAVAR, la direction de l'eau, l'agriculture, etc., qui a refait en fait une requalification de ces 709 propositions qui ont été utilisées ultérieurement pour générer en fait des cartes de participation, des cartes de travail sur chacune des actions qui ont été mobilisées dans le forum 2019, qui a permis de reprendre ces 709 propositions pour en établir une hiérarchie et construire une stratégie pour ce territoire. Et donc,
quel rôle a été joué ici par cette expertise intermédiaire qui a été assez intensive? Ça a été finalement de compléter et de documenter des propositions qui venaient des gens pour les retourner aux gens, mais pour leur permettre de mettre en regard les différents éléments. Alors, juste deux verbatims, mais on s'arrêtera là parce qu'on est à 30 minutes, 29. Une idée importante, ça a été qu'il y a eu un gros boulot fait par les experts entre-temps, et les experts disent, mais en fait, tout le travail de production de données, la commande, etc., n'a servi à rien, puisque ça n'a pas été utilisé pendant le forum. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, de leur point de vue, eux, ils ont généré des chiffres, pour être très clair, et dans un forum, on fait traiter 700 actions par des gens, on ne travaille pas intrinsèquement sur les chiffres, on travaille sur ce qu'il y a derrière les chiffres, c'est-à-dire, enfin, ils travaillent sur ce qu'il y a derrière les chiffres, sur l'intention, sur le domaine, sur le secteur, etc. Et il n'y a pas un travail. Et donc, il y a vraiment une différence très fondamentale dans la façon d'aborder les problèmes entre ces deux groupes. Et aussi le fait que finalement, eux-mêmes disent, bah ouais, mais finalement, c'est nous, on aurait pu aussi bien faire le boulot, donc on ne voit pas très bien à quoi la participation a servi. Donc, il y a une relative délégitimation de la participation de la part des experts, ce qu'on retrouve dans d'autres contextes aussi, où, alors là, sans les citer en détail, mais sur lesquels Caroline a été amenée à travailler en France aussi, sur des détournements d'expertise finalement, où l'expertise est utilisée en fait, disons, pour perturber d'une certaine façon la concertation, pour la faire durer. Il faut attendre les experts. Et puis en fait, au bout d'un moment, il n'y a plus le temps, donc on ne fait plus de participation parce qu'on s'est débrouillé pour que les experts prennent beaucoup de temps. Et c'est vrai, ça a été vrai aussi pour la Convention citoyenne du climat, puisque les évaluations finales des impacts ont été faites très tard dans la Convention citoyenne. Voilà. Je m'arrête là et je ne prends pas les questions latentes ici, c'est juste pour réflexion si ça vous intéresse. Je vous remercie. Et donc, les questions sont ouvertes. Je vous rappelle que les questions seront plutôt à poser dans la partie questions-réponses. Et nous avons déjà 3 questions. Donc, je vous invite à écrire vos questions dans la partie questions-réponses et on les prend les unes après les autres. Alors, la première question qui est posée par Thierry Merle, elle va s'adresser, je pense, essentiellement à Christelle. Et je proposerai peut-être à d'autres personnes présentes de monter, comme on dit, au panel. Il nous demande, Thierry, la pollution, c'est déjà du curatif. La mobilisation de participation ne devrait-elle pas inclure l'analyse des risques, du préventif, barrage et dépôts de boue polluantes susceptibles de craquer, dépôts de boue polluantes, pardon. Une partie des controverses vient d'ailleurs de la caractérisation pollution ou pas pollution. Et il rajoute, autre exemple, les cocktails de perturbateurs endocriniens non testés ou non testables par la science biologique peut être évaluables par un mix avec des SHS. Christelle, si tu veux répondre? Rapidement, je suis d'accord, mais c'est ce qui se passe en fin de compte. Quand on regarde ce qui s'est passé sur le terrain de Fos-sur-Mer, on a une participation qui ciblait et les polluants organiques et les métaux, et ils ont découvert d'autres problèmes qui n'étaient pas envisagés comme pollution. Je pense à la question des rejets de produits chlorés. Hein, les industriels utilisent des produits chlorés pour empêcher les coquillages de s'agglutiner sur leur canalisation. Ce n'était pas quelque chose qui était réglementé, qui était surveillé. Et il est évident que la participation, non seulement elle change la façon de produire les savoirs, elle change le type de savoir qu'on produit, mais elle réoriente aussi et elle élargit quelque part la définition de ce qu'on considère ou pas comme de la pollution. Ça, c'est peut-être ma réponse à partir d'un exemple empirique à la première question. La deuxième question sur les perturbateurs endocriniens, c'est vrai que c'est compliqué. Et je pense que la participation, moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est biomonitoring, c'est-à-dire non seulement étudier les pollutions avec des citoyens concernés, mais étudier aussi les pollutions avec des organismes intégrateurs. Qu'est-ce que ça change de travailler avec des congres qui vont rester 10 ans au même endroit et qui vont permettre de faire un diagnostic assez approfondi d'une situation par rapport à l'utilisation de coquillages qui ne séjournent qu'un mois ou 2 et qui ne vont pas refléter des perturbations complexes. Donc, je m'intéresse vraiment à c'est ce qu'on appelle les non-humains en sociologie des sciences. Qu'est-ce qu'eux aussi changent à la façon d'envisager les problèmes. Et il est clair que sur les perturbateurs endocriniens, il faut multiplier les regards pour attraper un phénomène complexe. Et il y avait une autre question sur le financement. J'ai répondu par écrit. Le financement, l'Institut, il est financé au départ par la rente foncière que les communes tirent
de la présence de l'incinérateur qui n'ont pas pu empêcher. Dans un premier temps, c'est ça, c'est 500 000 € qui ont été mis sur la table par les collectivités territoriales. Aujourd'hui, la métropole de Marseille qui récupère le bébé est un petit peu plus réticente à mettre autant d'argent. Et l'Institut répond à des appels d'offres comme n'importe quel labo scientifique. Oui, on rentre d'ailleurs dans une structure qui commence à émerger, qui se rapproche de ce qu'on appelle le tiers secteur de la recherche, avec des structures qui sont un peu hybrides. Il y en a aussi dans beaucoup de territoires en France. Et je compléterai ce que disait Christelle en prenant l'exemple des dispositifs qui ont été mis en place en Bretagne sur des prélèvements d'eau qui sont faits de façon participative. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça n'est encore une fois, on l'avait évoqué dans le webinaire 6, hein, pour ceux qui étaient là, c'était sur l'instrumentalisation finalement des gens pour apporter la connaissance à opposer à une demande qui peut être faite effectivement par les gens pour un certain nombre de questions qui se posent. Et l'autre étant évidemment la mesure in fine, c'est-à-dire par exemple sur les impacts de santé publique, plutôt que la mesure par exemple de présence de tel et tel polluant dans l'alimentation, des choses comme ça. Donc c'est toutes les questions historiques qui ont commencé par exemple pour des programmes historiques de mesure des taux de plomb dans les dents des enfants, des choses comme ça à certains endroits. Voilà. On avait encore une question de Thierry qui disait « Dommage qu'une concertation multi-acteurs n'ait pas été utilisée pour les choix sur la betterave sucrière. » Donc là, c'est plutôt un commentaire. Apparemment, les modèles économiques sur l'impact du glyphosate étaient largement biaisés par les lobbies. Alors bon, le sujet glyphosate est un sujet très très vaste et effectivement qui renvoie à la question de l'expertise. Il y a eu quelques dispositifs de mise en participation des enjeux sur le glyphosate. Je n'ai pas connaissance de jury citoyen qui a été spécifiquement mis en place là-dessus. Il y en a eu par exemple sur les nanomatériaux qui sont assez fameux puisqu'ils ont été fortement perturbés par une association contestataire qui s'appelle Pièces et Main-d'œuvre à Grenoble et où il y avait eu un travail important justement sur la construction de l'expertise, l'origine de l'expertise, la légitimité des experts dans ces dispositifs avec une déconstruction de tout le dispositif lui-même par cette association contestataire sur différents arguments. Donc, c'est des cas importants. C'est d'ailleurs des cas aussi qu'on retrouve dans la Convention citoyenne pour le climat, où il y a eu quand même des débats assez importants en périphérie ou même parmi les participants sur l'origine du choix des experts. C'est une des questions, si vous revenez sur la présentation, je vous ai remis le lien, la question des modalités de participation des experts. La modalité de sélection, pardon, pas de participation, la modalité de sélection des experts, et bien justement, il peut y avoir des modalités participatives de sélection des experts. Alors évidemment, ça introduit une question de biais, et lorsqu'on fait un jury citoyen, par exemple, qui est un des dispositifs qui est le plus cadré, je dirais, normalement, il y a des principes sur des experts qui doivent être relativement en contradiction les uns avec les autres, pour pouvoir aborder une vision diversifiée d'un problème, ce qui renvoie à l'hypothèse qu'il n'y a pas unicité d'expertise sur une question donnée et une reconnaissance de la diversité de ces expertises. Je crois que c'est un des enjeux assez forts dans ces questions-là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade? Je voudrais faire peut-être une remarque. Vas-y. Ce que je n'ai pas eu le temps de montrer, mais qu'on explique dans un papier, c'est que la configuration de l'Institut éco-citoyen a permis aux scientifiques, qui sont les experts un petit peu institutionnels, d'hésiter. Et c'est une vertu, ça c'est aussi Isabelle Stenger qui met ça en avant. L'expert, ce n'est pas forcément celui qui a la réponse toute faite ou qui répond avec des arguments d'autorité. Dans un dispositif participatif, l'expert vertueux, c'est celui qui hésite, qui se met à l'écoute, qui tâtonne. Et c'est ce qu'on met en avant dans notre article, c'est que cette idée du tâtonnement est la vertu qu'il faut cultiver. Oui, alors c'est très important ce que tu dis, Christelle, par expérience aussi, dans le sens que je crois que j'en parle un petit peu dans la partie de la présentation sur les postures des experts. Je crois qu'il y a aussi une formation finalement des experts par rapport au contexte de participation qui n'est pas forcément de la modestie, mais le fait de rentrer dans un dialogue sur la contradiction. Et d'ailleurs, les contextes académiques qui normalement devront être le substrat, puisque normalement au sein du domaine scientifique, il y a des contradictions et des débats, l'ont pas forcément aussi maintenu qu'ils auraient pu par des mécanismes d'isolement, etc. Et
on n'est pas toujours dans ces mécanismes de structuration des controverses. Bon, Christelle est une des spécialistes des controverses. Alors, on a une autre question. Comment fait-on, alors je vais l'activer, pardon, comment faire pour que l'expert prenne en compte les inputs des acteurs, comment le favoriser? Alors, ça dépend de quel input on parle, mais je vais répondre un tout petit peu du point de vue de la pratique. C'est d'abord une question de règles de procédure. C'est-à-dire que, encore une fois, on ne jette pas juste, entre guillemets, un expert dans l'arène de la participation sans règles. Il y a des règles par rapport à ça, il y a des règles sur la façon dont les choses se passent. C'est vrai pour les jurys citoyens qui sont une des expressions, mais c'est vrai dans d'autres contextes. Et donc, le fait que l'expert prenne en compte, alors il va prendre en compte quoi? Il va prendre en compte des questions. Donc, une question, elle peut être dérangeante. Elle peut être dérangeante parce qu'elle remet en question des choses qui sont acquises dans un champ académique, par exemple. Quand on travaille dans un champ scientifique académique, on a des fondamentaux. On est formé pendant des années et des années pour avoir intégré des acquis antérieurs qui peuvent être très anciens, qui ont été construits par des processus empiriques, etc., ou l'analyse. Et donc, on sait que… Mais ça, c'est des choses que les autres gens ne savent pas forcément. Et donc, il faut revenir beaucoup à ça. Donc ça, c'est un premier point sur l'aspect question dérangeante. Puis après, il y a les propositions et les idées. Alors ça, c'est une question effectivement de position personnelle dans le dispositif et aussi de pouvoir réintégrer effectivement ces inputs. Donc, il y a des dispositifs pour ça. Donc, il y a des dispositifs dans les règles de dialogue, sur le temps d'abord, sur la façon de répondre. Il y a aussi des dispositifs beaucoup plus formels. Donc, Sylvie, dans sa présentation, renvoyait à l'utilisation de modèles. Donc, modèles calculables, etc. Eh bien, une des questions qui est intéressante dans le champ d'usage des modèles pour la participation, c'est que quand un modèle est construit, en fait, il est construit pour répondre à certaines questions et intégrer certaines options ou certaines dimensions. Banque de Pau, quand on travaille avec des gens lambda qui n'ont pas été dans le schéma de conception initiale, eh bien, ils vont proposer autre chose et ce truc-là, il n'est pas calculable, par exemple, dans le modèle. Et ça, c'est assez ennuyeux parce que ça veut dire qu'on va vous dire à la personne, non, désolé, on ne peut pas en parler parce que le modèle ne peut pas y répondre. Bon, alors évidemment, c'est fondamentalement irrespectueux de la parole de la personne et donc ça pose une question au modélisateur et ça pose une question à la démarche. Donc, on a eu un webinaire sur la modélisation participative. Il y a plusieurs formes de modélisation participative. Vous avez aussi la modélisation participative, dont on n'a pas beaucoup parlé, qui s'appuie sur des modèles calculables, plus mathématiques, et où, effectivement, par exemple, disons, l'espace des hypothèses, ce qu'on met dans le modèle, est soumis à participation. Mais ça n'empêche pas que derrière, on peut avoir un modèle sur ordinateur qui fait du calcul et tout ça. C'est des dimensions possibles. Donc, ça fait partie des éléments de réponse par rapport à cette question. Voilà. Alors, on a une autre question. Le système mis en place pour l'évaluation des conséquences économiques de la diminution des quotas d'eau est-il également en mesure de prendre en compte la pollution directe des choix des agriculteurs, système de culture, irrigation, perte de nitrates, etc. Donc, évidemment, perte aussi de disponibilité de la ressource. Sylvie. Oui, tout à fait, à condition évidemment d'avoir les modèles adéquats. Nous, à l'époque, on avait travaillé uniquement sur la gestion quantitative, mais avec évidemment dans la tête qu'il faudrait aborder l'aspect aussi pollution, notamment nitrate. Et ce que sont en capacité maintenant de faire nos collègues agronomes. Voilà, c'est possible, on ne l'a pas fait. Alors en tout cas, nous, dans l'équipe, ça a été fait par d'autres équipes de l'INRAE, en Bretagne notamment. Tout à fait. Mais alors, de nouveau, c'est très intéressant parce que dès lors qu'un modèle, en particulier un modèle avec des bases mathématiques, informatiques, etc., est utilisé, eh bien, il a son espace d'utilisation, il a aussi son espace de validité. Et donc, on retombe sur ce que je disais avant. Donc, il faut arriver à ce qu'en amont, l'espace du problème ait été codéfini avec les participants pour qu'on ne se retrouve pas plus tard dans un truc où on dit « Ah non, désolé, ça, on ne peut pas en parler parce que le modèle n'est pas capable de calculer. » Donc, il faut remonter le dispositif et s'assurer dès le départ qu'on va bien avoir les outils qui vont permettre de traiter ce qui va être le sujet. Donc, la partie diagnostique est souvent négligée en termes participatifs. Elle doit rester présente pour qu'après, on puisse travailler avec les bons outils et les bons dispositifs. Ouais. En l'occurrence, là, sur la Beauce, mais c'est le cas aussi dans d'autres territoires où on est intervenu, le modèle lui-même, il est assez générique, mais disons que les hypothèses de travail qu'on rentre dedans, elles sont discutées avec les acteurs, quel territoire, quel type
de culture on met. Toutes les hypothèses sur les pratiques des agriculteurs, elles sont discutées avec eux et avec la profession agricole. Ce qui permet ensuite d'avoir un débat sur les résultats qui est beaucoup plus apaisé, parce qu'ils savent ce qu'il y a dedans, en fait. Alors que si on le construit indépendamment, finalement, d'eux, notamment de la profession agricole, il y a beaucoup de méfiance et beaucoup de revendications ou de contestation des résultats. Sachant qu'en matière de participation sur l'agriculture, on a des niveaux d'engagement des experts comme nous, par exemple, vis-à-vis des groupes. Le premier groupe étant les agriculteurs. Et dans les agriculteurs, il y a déjà une diversité qui conduit à poser des questions de participation au sein de la profession agricole. Et puis après, on ouvre la relation entre le monde agricole et puis le reste des citoyens d'un territoire, et avec toutes les questions d'entrelacement entre ça, avec des perceptions qui sont très différenciées. Des agriculteurs qu'on va mettre en participation, ils partagent au moins un certain nombre de préoccupations sur un certain nombre de choses, même s'ils ne sont pas d'accord sur les stratégies et les approches. Ils ont des compréhensions sur un certain nombre d'enjeux que ne partagent pas forcément les autres personnes. Donc, il y a aussi dans la façon d'engager une expertise des choses qui vont être graduées par rapport à l'extension des groupes sociaux qui sont participants. Et on a une question, j'entends la cloche qui sonne pour 2 heures, on a une question sur la formation. Vous parlez de formation, existe-t-il des formations des experts à cette posture d'ouverture? Alors moi, je les ai en réponse, mais peut-être Christelle, si tu veux compléter. Ton micro. Oui, pardon, je n'ai pas de nom de formation particulière, mais je dirais que si on commence à former dans les universités des cursus doubles, je pense au cursus à Sciences Po, où on forme à la fois en biologie, en physique et en sciences politiques. Il y a des masters aussi sciences société qui se mettent en place. C'est une des voies pour amener à des postes décisionnaires des gens qui ont cette conception de l'expertise ouverte. Après, je ne sais pas s'il existe des masters ou d'autres formations. Il y a l'Institut pour les hautes études en sciences et technologies qui font aussi de la formation à haut niveau, en formation continue, qui ouvre aux controverses, aux aspects sociaux qui permettent aux experts de descendre un petit peu de leur position d'autorité trop rapide. Alors, je crois qu'il faut bien distinguer 2 types d'experts, les experts scientifiques qui sont dans le monde académique et les experts scientifico-techniques qui sont du côté des bureaux d'études, par exemple, parce que les conditions d'exercice ne sont pas les mêmes du point de vue de la relation, en particulier au commanditaire. Donc, c'est un des problèmes du mandat et du statut d'expert dans les dispositifs. En principe, dans le monde scientifique, français en particulier, en principe, la plupart d'entre nous sommes fonctionnaires, donc relativement tenus, en théorie, en indépendance vis-à-vis d'un certain nombre de pressions. Alors, on sait que l'évolution du financement de la recherche met ça en partie à mal, mais ça, c'est un premier élément. Et donc, par rapport à la formation, on pourrait imaginer qu'il y ait plus de facilité dans ce domaine-là. En réalité, c'est assez récent que les grands établissements de recherche français aient progressivement promu, développé vis-à-vis de leurs scientifiques des approches sur la relation sciences-société, donc avec des consortiums comme le consortium ALICE, l'Alliance Sciences-Société par exemple, qui essayent de porter ça, ou des groupements comme à un moment donné il y avait le groupement PARCS qui cherchait à travailler sur la recherche-action participative et donc poser ces questions de posture. Nous on le fait avec les méthodes Prépare pour repositionner l'expert. Pour ce qui est des experts privés, c'est un problème de déontologie. Donc essentiellement, c'est la façon dont les experts se donnent des propres règles d'intervention et aussi, dans le cadre de leurs commandes, lorsqu'ils sont acteurs pour un commanditaire, comment ils ont une capacité d'indépendance. Dans les années 90 a émergé la notion de contre-expertise qui a été formalisée dans le droit avec la possibilité qui était donnée d'exiger d'un maître d'ouvrage qui finance les contre-expertises sur un projet. Donc, c'est d'ailleurs, ça a été le substrat d'une partie de ma thèse. Et dans ce contexte-là, c'était assez intéressant parce que, de facto, on avait des experts qui se retrouvaient dans un cadre contractuel différent qui les amenait à rentrer dans un schéma. Et puis, ça s'est un peu dilué et c'est beaucoup moins net aujourd'hui. C'est là où on a un intérêt dans l'émergence de ce qu'évoquait un peu Christelle avec ce tiers secteur de la recherche, ces associations intermédiaires, parce qu'on sait très bien que le monde associatif est très sous-équipé en termes d'expertise scientifico-technique en général, quoique il y ait un très fort, disons, collectif de naturalistes, par exemple, dans les grandes associations naturalistes françaises, mais qu'il faut leur retrouver une légitimité et un positionnement. Et ce n'est pas encore clair du tout
ce qui fait que la contre-expertise citoyenne, par exemple, aujourd'hui, est difficile. Donc, on va retrouver ces positions. Au demeurant, il ne faut pas être naïf et angélique. Parmi les experts citoyens, c'est-à-dire typiquement des naturalistes dans les grandes associations environnementalistes françaises, qui sont absolument excellents, ils sont meilleurs que beaucoup de collègues académiques, en réalité, ils sont aussi partiaux que d'autres experts qu'on va retrouver dans les bureaux d'études. Bon, il n'y a pas de magie. Un dernier point, et puis on va s'arrêter. Le document Processus de décision éthique du Project Management Institute est intéressant sur les questions d'évaluation des alternatives et des impacts. Alors oui, les référentiels éthiques, il y en a dans beaucoup d'endroits. Les anglo-saxons sont meilleurs que nous à l'origine. C'est lié à beaucoup d'éléments culturels et aussi en partie à la common law. Mais on a quand même un peu progressé en France là-dessus. Et en particulier pour les grands commanditaires, les grands bailleurs internationaux comme la Banque mondiale, la FAO, etc. Donc, il y a un certain nombre de règles qui, en théorie, s'appliquent. C'est vrai aussi dans le domaine de la santé. Alors, on est plongé dedans avec l'histoire de la Covid, bien entendu, sur les conditions d'évaluation. Bon, on pourrait en parler plusieurs jours. Il y a moult discussions autour de ces questions. Voilà, je pense qu'on va clore la session. Il est 14h06 et on a un petit peu débordé. Je vous remercie beaucoup et je vous dis donc au 3 ou 4 mars, j'ai oublié, enfin, il n'y a pas de session la semaine prochaine, on a tenu compte d'un petit peu de vacances. Merci et au revoir. Merci, au revoir.